qui a écrit, on a souvent parlé déjà au cours de séminaires à plusieurs reprises, on a parlé de ses travaux au cours du séminaire qu'on a organisé à Esprit. C'est un anthropologue donc, qui travaille en Afrique, qui réside au Niger d'ailleurs, voilà, qui réside au Niger et qui est actuellement enseigne l'anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, mais en fait qui a un labo qui marche bien, semble-t-il, mais il va nous raconter ça au Niger. Il est l'auteur de bien sûr plusieurs articles et ouvrages, et je pense notamment, c'est un article Économie morale de la corruption en Afrique, qui a été publié il y a déjà un certain temps, 2002 je crois, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, voilà, et puis qui a dirigé un livre, Everyday Corruption in the State, Citizens and Public Officials in Africa, au Z-Books en 2006, donc à Londres. Donc ce qui nous a beaucoup intéressé dans la pensée de Jean-Pierre Olivier de Sardan, c'est qu'il est capable de faire lien entre une problématique qui n'est peut-être pas une problématique de l'anthropologie, celle de la corruption, et sa formulation moderne, et sa formulation notamment par les politiques publiques en France notamment, mais de plus en plus dans les institutions internationales. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints, et je vais lui donner la parole sans plus tarder pour le temps de sa présentation et puis ensuite une discussion. Ok, merci. Je suis toujours content de rencontrer des gens à l'extérieur de ma discipline, ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs. C'est bon signe, c'est bon signe. Pas toujours des juristes, hein, parfois c'est des médecins, des agronomes. Et puis en fait, je fais aussi des cours à l'École nationale de magistrature de Niamey, ce qui montre que les choses ont beaucoup évolué, parce que ce sont des cours qu'on nous a demandé de faire, notre labo, sur la corruption, mais pas sur la corruption générale, sur la corruption chez les magistrats du Niger. Et donc c'est une école formant les magistrats du Niger qui nous a demandé de faire une cours sur la corruption chez les magistrats du Niger. C'est assez exceptionnel. Je ne suis pas sûr que même ici ça se passe. Il n'y a pas de cours, je peux rassurer tout de suite, il n'y a pas de cours sur la corruption des magistrats français. Voilà. Mais le phénomène aussi n'a pas la même ampleur, et on en parlera, bien qu'il ne soit pas totalement inconnu, mais disons voilà. Mais ça montre aussi comment les choses ont évolué, parce que quand il y a une dizaine d'années on a fait notre travail sur la corruption, bon, il n'aurait pas été évident qu'il y ait cet accueil-là. C'était plutôt une certaine forme de, bon, même plus d'une douzaine d'années maintenant, il y avait quand même une certaine forme d'inquiétude vis-à-vis de du type de travail qu'on fait. Alors quand je dis on et nous, c'est parce que ce que je vais vous parler, c'est largement le produit d'enquête collective et d'un travail d'équipe qui est fait par notre laboratoire au Niger, qui s'appelle le LASDEL. C'est bon, une petite institution, mais qui existe depuis bientôt 15 ans maintenant au Niger, qui représente, disons, une sorte de pôle d'excellence en sciences sociales, disons, en Afrique, ce qui est assez rare, parce qu'il y a très peu d'équipes et très peu de laboratoires en Afrique en sciences sociales. Pour dire la base des universitaires africains font de la consultance et de l'expertise, en général même au pas de course, et il y a très peu de fonctions recherche dans les universités africaines. On a la chance d'avoir, pour des raisons diverses, pu édifier ce centre de recherche. Si vous avez envie de regarder ce qui se fait, beaucoup de choses sont en ligne, on a un site, donc je vous le dis, www.lasdel.net, c'est pas difficile. Lasdel, c'est LASDEL.net, et dedans vous avez un peu le tableau de ce qu'on fait, mais vous avez aussi 108 documents de travail qui représentent une partie du travail qu'on a fait depuis un peu plus de 10 ans. Dont un certain nombre de travaux sur la corruption plus détaillés que ce qu'il y a dans notre livre, par exemple, État et corruption en Afrique, la version française de celui que vous avez visité. Ah, il a été publié en français. Il a été publié en français chez Cartala un an après. On a commencé d'abord par la version anglaise. On est un peu conscient qu'il faut passer par la langue anglaise si on veut diffuser nos résultats dans la communauté scientifique. Mais on a quand même fait une version française qui pour nous est indispensable, surtout travaillant en Afrique francophone, où la lecture de l'anglais est quand même assez faible. Voilà, alors notre laboratoire, et je finis avec ça, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, travaille, disons, sur tout ce qui concerne la délivrance de biens et de services publics ou collectifs en Afrique. Ça veut dire sur le domaine de la santé, la délivrance des biens de santé, mais c'est aussi sur la justice, sur l'éducation, sur les pouvoirs locaux, la décentralisation, sur les problèmes fonciers. Une série de biens publics au sens large, pas au sens strict des économistes stricto-sensibles. Donc, c'est un peu ça. On a fait un autre travail qui concerne pas mal la corruption et dont le titre vous introduit un peu à ce que je vais dire, puisque je vais parler de corruption, mais aussi de ce dans quoi la corruption s'enchasse.
c'est un livre qui s'appelle « Une médecine inhospitalière ». Bon, le titre déjà vous dit un peu de quoi il s'agit, et donc d'une série de pratiques donc, peu avenantes entre soignants et soignés en Afrique, mais ça comprend aussi des volets sur la corruption. On a aussi, et donc je prendrai pas mal d'exemples dans la santé aussi, parce que alors, la première chose que je veux dire, c'est comment ça se fait que alors, on travaille essentiellement donc aussi dans notre labo sur des méthodes qualitatives, hein, qu'on essaye de faire rigoureuses, mais disons méthodologie qualitative de terrain de type socio-anthropologie, de type anthropologique. Voilà. On a aussi quand même débauché un ou deux politologues pour les entraîner sur le terrain sur l'enquête de terrain, ce qui n'est pas toujours la tasse de thé des politologues qui parfois préfèrent l'étude documentaire, mais nous on les a un peu convertis à l'étude prolongée de terrain. On en est très contents d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis, nous anthropologues, travailler sur la corruption et dans quelle perspective? Et après je vous dirai, parce qu'en fait si j'avais... Le titre aurait plutôt été « De la corruption aux normes pratiques ». Je vais essayer de passer de la corruption à ce dont la corruption fait partie plus largement. Alors oui, d'abord c'est parce qu'on a commencé, nous étions des anthropologues, je dis nous parce que là aussi c'est un travail d'équipe, au-delà même du LASDEL, d'autres chercheurs allemands, italiens qui ont travaillé avec nous sur la corruption, tous anthropologues. On n'était pas le mainstream, disons, de l'anthropologie qui quand même continue à garder une certaine saveur exotique, passéiste, traditionnaliste ou patrimonialiste, en particulier en France, mais aussi parfois ailleurs. Donc on présente au contraire une réaction contre ça et on veut faire une anthropologie résolument de la modernité depuis longtemps. Et en particulier en Afrique, la forme sous laquelle on a étudié le plus la modernité dans les années, disons, à partir des années 80, c'était l'ensemble des phénomènes liés aux opérations de développement. Comme vous le savez, aujourd'hui, les opérations de développement sont absolument omniprésentes. Il n'y a pas un seul village au fin fond de la brousse du Niger qui n'ait pas eu déjà une bonne dizaine de projets de développement et qui n'ait pas une bonne dizaine de comités de projets divers avec des intervenants du monde entier. Donc ça fait vraiment partie, disons, du paysage quotidien, les institutions de développement. Et donc c'est un élément de la quotidienneté même des villages, ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur. Il y a partout des comités suscités par des opérateurs de développement, partout des courtiers ou des médiateurs ou des agents formés par les institutions de développement. Mais c'est aussi un élément dans nos pays structurant du paysage, disons, politique général. On peut assimiler le développement à une rente et prendre un certain nombre de thèses que vous connaissez peut-être sur les états rentiers qui ont été formulées à propos du Moyen-Orient, à propos des ressources, hein, les rentes des ressources minières. Mais si vous enlevez ressources minières et que vous mettez rente du développement, un certain nombre de choses continuent à être à peu près les mêmes. Dans notre pays, c'est-à-dire au Niger, 50% environ du budget dépend de l'aide au développement. C'est quand même énorme. C'est une rente, vous voyez l'importance que peut prendre la rente au développement. Après, elle peut se cumuler avec des rentes minières. Donc on a affaire, disons, vous voyez l'importance que peut jouer les phénomènes de développement, soit au niveau macro à travers la rente, et qui permet des redistributions clientélistes partout, qui permet aussi, comme vous le savez, les phénomènes de rente accroissent les phénomènes de corruption, et c'est bien connu, mais aussi au niveau quotidien, c'est-à-dire qu'il y a partout des stratégies dans tout le pays de captation de la rente, à vouloir avoir sa part de cette rente, et quand on considère que les gens en haut en prennent trop, ben, les petits en bas veulent aussi en avoir leur part, si vous voulez. Donc c'est vraiment un élément important qui nous a, vous voyez pourquoi ça nous a amené petit à petit à la corruption. Alors, cette, en quelque sorte, nouvelle anthropologie du développement que, disons, la chanson de chercheurs européens nous avons fait, avait, disons, quand même quelques caractéristiques qu'on va retrouver dans notre approche de la corruption. D'abord, nous essayons de faire une anthropologie non culturaliste, au sens de ne pas avoir une idéologie que toute une société partage nécessairement les mêmes valeurs, et que ces valeurs viennent du passé. On pense qu'une grande partie des pratiques aujourd'hui en Afrique sont des pratiques contemporaines, même si elles peuvent avoir telle ou telle racine, et qui ont été complètement remodelées par la colonisation, par le développement, par une sorte de choses comme des indépendances, etc. Et que aussi on est confronté à beaucoup de pratiques hétérogènes. La communauté homogène, consensuelle n'existe plus depuis belle lurette, y compris dans la plupart, en tout cas dans la plupart des villages du Niger. Ce sont toujours on est affaire à au fond des sociétés multiculturelles. Et on est affaire à ce que nous appelons des arènes, où il y a des enjeux avec des groupes stratégiques variés qui chacun joue ses cartes et ses intérêts dans cette histoire. On essaye aussi de faire une anthropologie de développement qui soit non normative. Vous savez que le monde du développement est extrêmement surchargé de point de vue normatif. Le développement est très bien pour les uns, très mauvais pour les autres. Pour nous, nous l'abordons comme ni très bien ni très mauvais, mais comme une réalité qu'il faut étudier au même titre que d'autres anthropologues avant
étudier le pouvoir, les mythes ou la parenté. Nous avons étudié les interactions et les phénomènes liés au développement. Ensuite, c'est une anthropologie qu'on veut résolument empirique. Sous le nom d'anthropologie, un certain nombre de collègues sont très éloignés du terrain au fil des années, parfois, et il y a une anthropologie très essayiste, ou globalisante, ou parfois philosophique aussi, qui, disons, fait un peu une pyramide inversée, beaucoup de théories et très peu de terrain. On essaye de remettre la pyramide, en ce qui nous concerne, dans l'autre sens, et de faire ce que certains collègues américains, mais des sociologues, ont appelé grounded theory, c'est-à-dire une théorie issue du terrain, issue du travail empirique. Ceux qui l'ont fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle classique l'école de Chicago, en sociologie, qui est une sociologie qualitative très très proche de l'anthropologie. Et je vous dis aussi, parce que c'est intéressant, sur ce point c'est pas sans intérêt, qui a utilisé les méthodes anthropologiques au cœur de la modernité américaine. L'école de Chicago, c'est pas s'intéresser, disons, aux réserves indiennes, elle s'intéressait aux hôpitaux, elle s'intéressait aux interactions. Un nom bien connu comme Goffman vient de cette tradition sociologique, vous voyez. Il s'intéressait à ce qui se passait au cœur de la modernité américaine, d'une certaine façon, comme nous essayons de voir ce qui se passe au cœur des modernités africaines. Voilà. Et pour terminer juste ça, c'est vrai qu'on essaie d'utiliser le cœur des méthodes anthropologiques classiques, l'enquête de terrain prolongée, les études de cas, les entretiens libres, les observations systématiques, mais sur des thèmes qui ne sont pas les thèmes habituels de l'anthropologie, disons. On prend nos thèmes allègrement, plutôt dans des thèmes qui sont plus classiquement les thèmes de la science politique, des sciences administratives, ou de la sociologie, en particulier la sociologie des organisations avec lesquelles nous avons pas mal d'affinités. C'est pour vous situer ce que nous représentons, ce courant de l'anthropologie qui est relativement important en Europe maintenant, mais qui est quand même marginal par rapport à l'image qu'on a d'habitude de l'anthropologie, mais qui produit maintenant de plus en plus de travaux et de doctorats et de thèses à travers l'Europe. Voilà. Alors, on est parti de l'anthropologie du développement, puis petit à petit, il était impossible d'isoler les phénomènes de développement, disons, des autres types d'interventions vis-à-vis d'un milieu donné, en particulier les interventions étatiques. Comment vous pouvez démêler ce qui revient comme intervention d'institutions de développement et d'État, surtout que de plus en plus, les États dépendent des fonds de développement, les institutions de développement passent de plus en plus par les administrations locales, enfin, il y a une sorte d'intervention, et donc on s'est bien rendu compte au bout d'un moment que prendre simplement le développement n'avait plus aucun sens, et qu'il fallait prendre au fond la panoplie des actions publiques. Au sens large d'action publique, c'est-à-dire l'action publique peut être menée par une municipalité, peut être menée par une grosse ONG. Quand CARE International, qui est une sorte de multinationale des ONG qui est à Atlanta, intervient dans tous les pays d'Afrique, c'est une action publique avec ses moyens. Donc l'action publique dans un sens large, c'est aussi bien les actions de développement, qui après tout, une action de développement, c'est une politique publique, mais menée, conçue à l'extérieur en général, financée à l'extérieur et en partie coproduite localement entre de l'extérieur et de l'intérieur, pour dire les choses un peu rapidement. Voilà, donc il y a cette imbrication permanente entre État et développement qui fait qu'on est aujourd'hui plutôt non plus dans une anthropologie du développement, mais une anthropologie des actions publiques, disons, ou des politiques publiques, ou des États même, des États aussi, des dispositifs étatiques. Alors la corruption, évidemment, prend place là-dedans comme un phénomène banal courant. C'est-à-dire on se cogne à ce qui relève ce qu'on appelle habituellement les pratiques corruptives de façon quotidienne, permanente, dans n'importe quelle façon. Dès que l'on vit dans une ville, on se cogne à ça et on est obligé d'ailleurs d'y participer d'une certaine façon. Sinon on est un saint ou un ermite complet. Je veux dire, aucun de nous, chercheurs qui ont travaillé sur la corruption, nous avons beaucoup condamné la corruption d'un point de vue politique. Scientifique, je vous en parlerai de notre position, mais en même temps, je ne peux pas dire que j'ai jamais été impliqué dans des transactions corruptives et que j'ai jamais donné un peu d'argent à un policier pour être tranquille et pas passer toute ma journée à récupérer mon permis ou pour avoir le téléphone parce que sinon j'en aurais eu pour 3 mois et que j'ai accéléré les processus. Et je veux dire, nous sommes aussi partie prenante là-dedans, hein. Il n'y a pas de... Tout le monde chez nous est quelque part ou plus ou moins impliqué dans les transactions corruptives. Donc c'est vraiment un phénomène de la quotidienneté. C'est aussi un phénomène donc dans la délivrance des services publics, hein, je parle. Hein. Mais c'est aussi un phénomène au cœur qui n'est pas du tout étranger au développement, aux institutions de développement. Alors de deux façons. D'abord parce que la présence même de la rente du développement accroît les phénomènes de corruption. Parfois sous des effets qui sont assez faciles à voir. Les institutions, et qui est ce qu'on pourrait appeler le brain drain interne. On voit souvent le brain drain vers les médecins formés en Afrique et qui vont exercer aux États-Unis ou en France, etc.
Mais il y a un breakdown interne très fort des cadres, une grande partie des meilleurs cadres de la fonction publique va dans les institutions de développement, dans les institutions internationales, dans les projets de développement. Quand vous quittez la fonction publique et que vous êtes embauché par une grosse ONG, par l'UNICEF ou par le PNUD, etc., ou par la coopération française ou italienne, votre salaire multiplié par 10, minimum, parfois par 20. Vous avez des avantages de fonction, un cadre fonctionnel, et puis vos petits copains qui ont fait la même école que vous, ils sont restés sur place, et ils voient ça. Et donc évidemment, vous voyez l'effet corruptogène d'une certaine façon que créent même ces enclaves luxueuses du développement par rapport à une fonction publique relativement déshéritée, etc., où les autres ont l'impression qu'il faut qu'ils récupèrent quelque chose par rapport à cette sorte d'accélération des carrières de leurs petits camarades qui ont eu pourtant les mêmes formations. Ça aussi, ça c'est un effet externe si vous voulez, mais il y a aussi une corruption interne au monde du développement. C'est-à-dire que les institutions de développement, quoi qu'elles disent, au niveau par exemple des contacts, les agents de développement de terrain sont souvent impliqués dans des transactions corruptives. Bon, je ne vais pas développer là-dessus puisqu'il est nécessaire, mais je vous jure qu'on sait souvent, on a eu souvent pas mal de cas, mais on a eu aussi des cas d'experts internationaux qui étaient impliqués dans les transactions corruptives, y compris de nationalité du Nord, et qui, en plus de salaires extrêmement confortables, prenaient des enveloppes. Je veux dire, nous ne croyons pas que c'était simplement à usage local, les phénomènes corruptifs. Dans le monde du développement, il y a de telles sommes qui passent, de telle façon de contourner les procédures que ça touche aussi à toutes les chaînes, plus ou moins. Plus ou moins, il ne faut pas exagérer, mais ça existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était pour nous quand on a commencé cette étude sur la corruption? Bon, ce n'était pas un concept, ça c'est vrai. Bon, ça n'est pas un. C'était ce que l'on appellerait un point d'entrée, entry point, ou bien un analyseur. C'est quelque chose, et nous on a essayé d'ailleurs dans la définition de le prendre, de surtout pas prendre la définition juridique, dans laquelle on se serait enfermé. Le problème des définitions juridiques, que vous connaissiez mieux que moi, c'est qu'en général, elles ont un effet dichotomique. On est dedans ou on n'est pas dedans. Et ça crée un effet de seuil qui correspond. Oui, bien sûr, c'est par définition même. Or, pour le sociologue, c'est exactement l'inverse. On est toujours sur des continuums avec des idéotypes qui s'en mêlent, etc. Et on peut difficilement discerner ce qui est ceci et cela. On est toujours, nous, les sociologues, en train de dire, mais vous savez, c'est à la fois tout ça, et on ne peut pas, comme ça, faire des barrières que justement le droit a pour fonction, au contraire, d'ériger. Et donc, on ne voulait pas s'enfermer là-dedans. On a essayé de prendre la définition la plus large, souvent en utilisant ce qu'on peut appeler, dans le jargon des sociologues anglo-saxons, EMIC, c'est-à-dire le point de vue de l'indigène, le point de vue locaux. C'est-à-dire ce qui pour les gens apparaît comme de la corruption et qui est très large. Tout ce que l'on dit en Afrique, quand on dit un tel il mange, cette expression courante dans la vie coréenne de manger, etc. Mais ça fait à la fois le détournement de fonds, le fait de piquer du matériel, le fait de prendre des enveloppes, parfois même le trafic d'influence, tout ça, ça va entrer dans cette sorte de définition populaire assez large, vous voyez, de la corruption. Et nous, on a voulu jeter un filet large, donc à petite maille, pour essayer de récupérer le plus possible, plutôt qu'une chose où on n'aurait déjà que des trucs classifiés juridiquement, ça n'avait pas grand intérêt. Donc on est parti sur un truc très large de ça. Deuxièmement, on est parti sur ce qui est notre savoir-faire, c'est-à-dire, disons, les interactions au niveau de point de délivrance des services publics. Là où les fonctionnaires de l'État, là où les agents de développement rencontrent les populations, c'est-à-dire celui de la vie quotidienne en ville ou à la campagne. Et donc on s'intéressait à ce qu'on pourrait appeler la petite corruption. Alors vous allez sans doute me dire, parce qu'on me le dit souvent, mais voyons, la corruption, la petite corruption, elle est liée à la grande. Oui et non, bien sûr qu'elle est liée à la grande. En plus, c'est souvent la grande qui légitime la petite corruption. Le fameux proverbe qu'on dit partout en Afrique, c'est le poisson pourri par la tête, c'est donc l'exemple vient d'en haut, etc. Mais c'est pas complètement vrai qu'il y a quand même un seuil, et ce seuil, on le voit, nous, dans nos méthodes d'enquête. Sur la corruption quotidienne, celle de la police, de la douane, des infirmiers, des enseignants, on ne savait pas au début, mais on n'a eu aucun problème d'enquête. C'était extrêmement facile, parce que les gens parlent facilement, ça fait partie tellement les gens en parlent. Et puis, à un certain niveau, quand ça devient de la grande corruption, quelque part, quand ça peut aller vers des comptes en Suisse ou quand ça tourne des choses, les gens ne nous parlent plus. Et on l'a eu presque physiquement dans les choses, c'est-à-dire, on a tenu à un certain niveau, les gens disaient, si vous continuez là-dessus, vous sortez. Il n'est plus question de parler. On a eu ça concrètement dans des situations d'enquête. Vous voyez, c'est-à-dire que la grande corruption relève des techniques plus policières ou de techniques de journalisme d'investigation extrêmement particulières, mais c'est plus la technique de l'anthropologue qui étudie les interactions au jour le jour. On peut plus, on ne peut pas suivre. Donc on étudie, c'est pour ça qu'on a étudié la petite corruption, c'est pas pour dire qu'on veut la couper de la grande, etc. Parce que méthodologiquement, c'était la seule, puis ça nous suffisait, c'est déjà pas mal d'étudier la petite corruption, on avait du boulot déjà. Voilà.
On l'a fait dans 3 pays, parce que vous savez toujours, une enquête c'est toujours circonscrit. Alors en l'occurrence c'était le Niger, le Bénin et le Sénégal. Pourquoi ces 3 pays? Un, parce que c'est des pays moyens africains, c'est-à-dire qu'ils ne tombent ni dans ce qu'on appelle de façon très contestable les failed states, les États en faillite, type Somalie, ou alors il n'y a même plus d'État, ou des choses comme ça, ou même la République démocratique du Congo, et ni non plus les success stories de type Afrique du Sud ou Botswana, qui sont largement connus comme étant des trucs où les choses se passent un peu mieux. Donc c'est vraiment l'État moyen, les 3. Et puis l'autre raison, c'est qu'on avait des équipes sur place, de chercheurs sénégalais, béninois et nigériens relativement fiables, ce qui est le plus difficile pour notre métier en termes qualitatifs, c'est d'avoir des chercheurs compétents, motivés et sérieux. Ça, c'est ce que d'ailleurs on essaye de faire, nous, à longueur de journée, de les former. Voilà. Les secteurs, là aussi, on était obligé de choisir. On ne peut pas tout faire. Alors après, genre, vous n'avez pas pris la corruption dans la presse, vous n'avez pas pris la corruption dans l'université. C'est vrai qu'on aurait pu la prendre, mais il fallait bien dire toute enquête après, c'est par définition prendre un bout d'espace-temps et pas prendre tout. Et donc nous, on a choisi comme sujet, parce que ça nous apparaissait comme vital, c'était la santé, c'était les douanes et les transports, plus généralement, transport, la police et les marchés et les municipalités, les marchés locaux. Voilà, c'est à peu près, c'est sur ces secteurs-là qu'on s'est focalisé, parce que ça fait déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, bien sûr, faire... Et disons, aussi, dans la base de nos données, c'est des entretiens libres, pas par questionnaire, pas avec semi-directive, vraiment entretien libre sur le mode de la conversation, dans des situations les plus naturelles possibles, c'est-à-dire pas dans les lieux de travail devant les collègues, etc., chez les gens, en train de boire une bière, là où c'est pas trop musulman, un thé à la menthe, un thé touareg, lorsque c'était dans les pays musulmans. Enfin, je veux dire, voyez, on essaye de procéder par ça, c'est-à-dire de recueillir du discours privé. Je vous dis ça parce que c'est un truc méthodologique très intéressant, vous pouvez le garder pour d'autres points. Il y a une grande différence, en tout cas dans nos pays, entre discours privé et discours public. On l'a partout, mais elle est encore plus grande. C'est-à-dire que dans les discours publics, dans les discours des séminaires, en Afrique, dans les discours des psychologues, dans les discours des officiels, dans les discours des institutions de développement, dans le discours etc., c'est d'un lisse atterrant. C'est totalement aseptisé. Et jamais les problèmes n'apparaissent. C'est lié aussi au phénomène de rente. Personne n'a intérêt à faire apparaître les problèmes. Les bailleurs de fonds, parce que si on dit que leur programme ne marche pas, ils ne vont plus avoir leur financement, les ONG, même chose, et les destinataires, parce qu'ils espèrent que la rente va se reproduire. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêts généralisé qu'on rencontre, nous, quotidiennement, beaucoup plus fort qu'en France. Alors là, il y a une grosse différence qualitative dans cette complètement l'aplatissement complet du discours public. Mais les mêmes qui disent tout se passe bien, si nous, on s'y prend bien, et comme on est du pays, quoi, on dit, vous allez le faire, dans le discours privé, nous disent tout, il n'y a aucun problème. Donc il y a cette sorte de décalage, et nous, on travaille avec ce discours privé, que l'on fait, bien sûr, après, émerger sur la scène publique à travers nos publications, enfin, nos analyses. Et le second point, c'est les observations vitales. Il faut observer. Ce que vous disent les gens, c'est une chose, ce qui se passe vraiment, c'en est une autre. Et l'observation, pour nous, est un problème. Alors, évidemment, les pratiques corruptives, c'est pas très facile à observer. Pour une bonne part, on est obligé de passer par les discours privés. Mais on peut observer. On a pris on avait des enquêteurs qui ont pris une ligne de bus, puis vous voyez toutes les combines qui se passent chaque fois qu'on rencontre un barrage policier, c'est assez facile. On se poste une demi-journée devant le tribunal, ce qu'on a fait, le tribunal d'instance, vous voyez les rabatteurs, les petits magouilleurs qui essayent de prendre le client et d'aller les emmener en disant que soi-disant ils vont arriver à corrompre le juge. Vous passez une demi-journée devant le bureau des douanes, vous commencez à comprendre un peu quelques instants. Donc on a quand même recueilli, pas autant qu'on le fait dans d'autres domaines, c'est plus difficile à la mais on a quand même recueilli l'observation. Voilà. Alors, en essayant évidemment, pendant le temps de l'enquête, de ne pas être normatif. Ça, c'est important. C'est très classique, c'est très weberien comme position que je dis, mais je le crois. Quand on est dans l'espace de l'enquête, on ne peut pas se permettre de juger les gens. On est forcément en essayer de nouer des relations, disons, un minimum de relations d'empathie avec nos interlocuteurs. Et si vous voyez un douanier, et que ce douanier, quand il commence, vous parlez, qui vous dit ce douanier, mais c'est un salopard d'exploiteur du peuple, etc., vous n'allez pas faire un bon entretien avec lui. Vous êtes obligé d'essayer de comprendre le point de vue de ce douanier jusqu'au point qui est normalement l'objectif même de l'investigation anthropologique, c'est de se dire, si j'étais à la place de l'indigène, je ferais comme lui. C'est en quelque sorte ce qu'on dit toujours le critère du bon anthropologue qui a réussi à comprendre les logiques.
Mais c'est vrai aussi quand on travaille sur la corruption. Il faut pouvoir se dire, si moi j'étais à sa position, je ferais comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? Pour comprendre la logique de l'intérieur. Alors après, bien sûr, en tant que citoyen, on a notre position. Si on prend des sujets comme ça en amont, c'est aussi parce qu'on a un point de vue, disons, on voudrait que nos recherches, qui doivent être irrécusables scientifiquement, mais puissent aussi servir à des réformes. Je terminerai là-dessus. Et on veut aussi, en aval, on fait un service après-vente, qui est, disons, un service citoyen, sur les débats autour de nos résultats. Et dans l'espace de l'enquête, je pense qu'il est très important de se méfier de nos biais idéologiques, de vouloir parler qu'avec les gens qui nous plaisent, qui sont le plus proches de nous, ce que font un certain nombre, comme vous le savez, de sociologues, assez volontiers, et qui ont tendance à prendre parti directement dans l'espace de l'enquête. Et je pense qu'au contraire, dans l'espace d'enquête, il faut au contraire prendre la variété des points de vue et les traiter à égalité épistémique. Le point de vue d'un commerçant ou d'un douanier, le point de vue d'un usager, d'un malade et le point de vue d'un infirmier doivent être traités de la même façon d'un point de vue épistémique. Même si après on a plutôt tendance à être du côté de l'usager racketté que de l'infirmier racketteur, je le reconnais. Mais dans l'espace d'enquête, justement, il faut se méfier de nos a priori là-dessus et de nos inclinaisons. Et je pense que c'est important d'avoir cette variété. Alors quelques constats qui ressortent de notre enquête. Le premier point d'abord, il n'y a rien que nous ayons vu en Afrique qui d'une certaine façon n'existe pas aussi en Europe. Donc il n'y a pas une sorte de corruption par nature africaine en quoi que ce soit. Hein, tous les phénomènes, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire un truc, vous savez ces fameuses classifications, vous faites présent, absent, donc vous faites les small n, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de trucs là, enfin les études de cas, bon, ça c'est des trucs de sociologie. Mais vous pouvez être présence ou absence de tel ou tel trait. Vous savez, souvent on fait une sorte de codage comme ça. Sur la corruption, vous ne pouvez pas faire un truc où il y aurait d'un côté des présences en Afrique et pas présence en Europe. Mais ils existent de façon différente dans les dosages. Si vous voulez, la métaphore la mieux, c'est de prendre celle de la sauce. Il y a les mêmes ingrédients de la sauce en Afrique et en Europe, mais ils ne sont pas du tout dans les mêmes proportions. Ce qui fait qu'évidemment, la sauce n'a pas le même goût à l'arrivée. Donc il y a des différences de proportions, des différences de style et de codage, ça c'est vrai. Mais pas, si vous voulez, de différences substantives fortes de nature. Il est vrai que dans les hôpitaux français, il y a peu de corruption. Hein. Dans les hôpitaux grecs, c'est autre chose, parce que c'est exactement comme en Afrique. Mais dans les hôpitaux français, il y en a relativement peu. Ceci étant, moi, ça m'est arrivé de rencontrer un cas d'un médecin du travail qui prenait un pourcentage sur les faux certificats comment on appelle, de maladie, qui faisait à des malades. Je connais un cas, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas inconnu. Bon, maintenant, ce type de faux certificat est beaucoup plus répandu, disons, au Niger. Pour vous dire qu'il y a... Et puis les corruptions chez nous, évidemment, en France, du côté, chez nous en France, pas chez nous en Afrique, mais au Niger, mais bon, elle est plus localisée dans le bâtiment et les travaux publics. Je veux dire, aujourd'hui encore, tout ce qui est bâtiment et travaux publics est un site de corruption permanente, hein, quoi qu'on dise. Mais c'est plus sectorialisé, alors que, disons, elle est plus généralisée. La corruption de la police existe en France, on le sait tous, mais dans certains secteurs, dans certains domaines, avec certains types de publics, peut-être un plus dans les grands ensembles que dans le 16e, mais en Afrique, par contre, elle est généralisée. Voilà, disons, vous voyez, c'est un peu des différences d'échelle. Voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur c'est pas absence versus présence, c'est des proportions relativement différentes ou des visibilités différentes et aussi des codes différents. Ça ne se fait pas de la même façon. Ça se pratique. Les transactions corruptives ne se font pas avec les mêmes codes. Voilà. Le point qui nous a le plus frappé aussi, c'était la ressemblance entre ces trois pays, qui par ailleurs ont des histoires assez différentes, post-coloniales, entre Sénégal, Bénin et Niger. Le Bénin a une quinzaine d'années marxiste, le Sénégal a été le premier à faire une décentralisation et une ouverture démocratique. Le Niger, c'était typique avec les partis uniques et les coups d'État. Mais en fait, on voit à l'arrivée, les phénomènes corruptifs sont très très semblables dans les trois pays. Ce qui surtout est, et alors c'est pour ça que je vais passer après aux normes pratiques, l'acquis pour nous principal, c'est que la corruption est toujours enchâssée dans des pratiques sociales plus vastes. Et donc il est extrêmement difficile de faire cette fameuse démarcation entre ce qui risquerait corruption et qui ne l'est pas. C'est extrêmement difficile. Je vous en donne juste un exemple. Lorsque je veux avoir contact au Niger avec un service public parce que j'ai besoin d'une démarche quelconque, comme tout bon Nigérien, je ne vais jamais me demander quelle est la procédure à suivre. Aucun de nous au Niger va se demander quelle est la procédure à suivre.
on va tous se dire qui je connais dans cette administration qui va me piloter et me faire m'arranger mon histoire. Tout le monde le fera, je le fais aussi comme les autres. D'accord? Et puis, ce qui se passe, c'est que ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas le capital social, on pourrait dire, etc., ben c'est eux qui, à la fin, se trouvent obligés de mettre la main à la caisse, la main à la poche. Vous voyez la complémentarité entre un phénomène qui n'est pas du tout corruptif, comme le favoritisme, l'échange de faveurs, etc., et la corruption, puisqu'ils fonctionnent tous les deux dans la même façon, enfin, comme deux modes différents de contourner la règle, et le but est, à tout le monde étant de contourner la règle, parce que sinon l'application de la règle vous crée des ennuis pas possibles ou ne vous donne pas le service que vous voulez avoir. Donc vous voyez, c'est très difficile. Mais c'est la même chose, donc dans les pratiques, très difficile des fois de distinguer ce qui est, je donnerai des exemples après, sur corruption, pas corruption, machin. Voilà. Mais c'est la même chose dans les représentations. On a fait pas mal de travaux sur la façon dont surtout le vocabulaire que les gens emploient dans nos différentes langues. Bon, il se trouve que toutes les membres de l'équipe parlaient une des langues des différents pays. Donc on a fait malheureusement sur ce qu'on appelle nous la sémiologie populaire, hein, les mots dans chaque langue qui sont employés pour désigner l'ensemble, mais au sens très large, hein, je vous l'ai dit, de pratiques corruptives, de favoritisme, tout ça. Par exemple, il y en a une qui est intéressante au Niger, on dit l'expression kalamdene, qui veut dire en fait, si je vous traduis, vous comprendrez rien au début, parce que ça veut dire la langue de la plume. En fait, l'expression signifie que lorsque vous allez voir un marabout pour qu'il vous fasse des al-Fatiha, c'est-à-dire des bénédictions musulmanes, et surtout qu'il vous écrive des versets du Coran sur une planche que après vous diluerez et vous boirez, qui est une sorte de bénédiction, de charme maraboutique, si vous voulez, pour dire les choses un peu plus. Donc on est vraiment dans le domaine du religieux totalement légitime, hein, ce qu'il y a de plus. Vous lui donnez quelque chose lorsqu'il fait son histoire, et puis si ça a marché, après vous lui donnez, vous revenez lui donner. C'est cette expression-là qui souvent est utilisée dans les pratiques corruptives. Vous voyez comment une expression presque sanctifiée ou presque extrêmement légitime, puisqu'elle concerne la distribution d'un bien symbolique, magico-religieux, est utilisée pour certaines transactions corruptives. Vous voyez, il y a une sorte de fusion, le vocabulaire utilisé, parfois légitime, pas toujours. Parce que vous avez d'autres expressions qui sont intéressantes, parce qu'elles sont au contraire très très proches des expressions stigmatisantes. On va dire, je lui ai graissé la bouche. À peu près graisser la patte de chez nous. Ça prend en zerma, on dit graisser la bouche, notamment. Voilà. Donc c'est assez variable. Un autre aspect, c'est que les comportements, toutes les transactions corruptives, qu'à quelque niveau que ce soit, enfin, en tout cas dans la petite corruption, sont extrêmement codifiées. Vous ne pouvez pas donner des enveloppes n'importe quand, non, à n'importe qui. Il y a des règles de savoir-vivre, il y a des règles de bienséance et d'usage pour ça. Vous pouvez vous en douter. Si vous êtes arrêté par un policier parce que vous n'avez pas mis votre clignotant, ce qui est un classique de toutes les villes d'Afrique, le moyen, le mieux, là, si vous arrivez et puis dites bon, et voilà 2000, laissez-moi tranquille, ça va très mal se passer pour vous. Vous allez vous retrouver au poste avec direct. Bien qu'à la fin, au bout de 10 minutes de palabre, vous allez quand même donner 2000 et il vous laissera tranquille. Mais si vous n'avez pas respecté l'usage, ça va très mal se passer. Donc il y a vraiment des codes à respecter, de modes de conduite de la corruption. Et parfois même, tout ce qui... Les expressions des pratiques corruptives sont très complexes. Par exemple, il y a des phénomènes dans la police de mutualisation. C'est-à-dire que ce que chaque policier ramasse en trucs illégaux dans la journée est après mis dans un pot commun et partagé, mais en plus avec le chef du poste à sa part. Puis ça remonte la chaîne, je ne sais plus trop bien jusqu'où ça remonte, d'ailleurs on n'a pas vraiment su, mais ça remonte au moins jusqu'à 2 ou 3 échelons au-dessus. Et chacun, donc les supérieurs, ont leur part dans ce que les agents ont ramassé dans les trafics illicites, donc c'est relativement bien organisé. De même aussi, vous avez une forte... Bon, enfin, beaucoup d'aspects de cette régulation sont importants. La corruption est très régulée, d'une certaine façon. Comme par exemple, vous avez aussi les phénomènes de personnalisation qui sont fréquents. Le célèbre couple, disons, commerçant-douanier. C'est-à-dire le commerçant importateur et à son douanier, dont il attend qu'il soit en poste pour, avec lui, négocier les avantages et les fraudes, en fait, qu'il va faire avec la complicité du douanier. Et cette relation n'est pas simplement une relation anonyme, ça devient une relation personnelle. Mon douanier et l'autre dit mon commerçant. Enfin, il y a une sorte des aspects donc, très codifiés dans toute cette histoire. Alors, quand je vous ai dit qu'il y a très difficile de faire des frontières strictes entre, pas simple, bien sûr entre le légitime et l'illégitime, mais même aussi parfois entre le légal et l'illégal. C'est extrêmement complexe. Alors, je vais vous en donner juste quelques exemples.
Lorsqu'on avait fini nos enquêtes sur la corruption, on a fait des restitutions dans les 3 villes concernées, les 3 capitales concernées, Niamey, Cotonou et Dakar, auprès de parterres d'inspecteurs d'État, de directeurs des services concernés, voilà, bon, et puis de membres d'ONG anticorruption aussi, syndicats. On ne vous laisse pas simplement qu'il y ait la presse pour pas que ça devienne un truc de genre presque, vu ce qu'est la presse, on ne voulait pas que ça soit annoncé par les journalistes locaux. Et dans la restitution de Cotonou, bon, là aussi on était un peu inquiets, puis finalement assez vite les gens disent mais non, oui, vous avez raison, mais il y a aussi ça, vous avez oublié ça. Ils sont plutôt dans la relation de dire qu'on a oublié encore des trucs dans notre histoire, donc on était soulagés, on n'allait pas se faire descendre. Et il y a eu juste une objection dans les 3 villes, une objection à Cotonou, et c'était le directeur des douanes du port de Cotonou. Imaginez ce que peut être le directeur des douanes du port de Cotonou. Ce port de Cotonou, c'est un énorme site de corruption. Pour sortir une voiture du port de Cotonou, il y a 23 étapes. 23 étapes pour sortir une voiture d'occasion venant de Belgique, du port de Cotonou. 23. Chacune est un site de corruption. Il y a environ seulement une cinquantaine de transitaires habilités. Il y a plus de 1000 transitaires informels. C'est un truc incroyable, le port de Cotonou. On a eu un de nos collègues qui a fait l'étude là-dessus. Et alors, ce directeur du port de douane me dit, vous appelez corruption? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des choses qui ne sont pas du tout de la corruption que vous appelez corruption. Regardez-moi, hier, par exemple, j'ai fait vraiment un travail de dédouanement pour un importateur libanais. J'ai fait le travail. Comme j'avais vraiment bien travaillé dans la journée, après, il m'a donné 1 million. Mais ça, c'est normal, c'est pour me remercier de ma diligence. Donc, il prenait ça comme exemple que ça n'avait rien à voir avec la corruption. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction de la salle, qui était uniquement a éclaté de rire. Et donc, vous voyez comment, sur ça, s'affronte un peu avec sorte de légitimité, de vision de la corruption. Lui, il le disait en toute bonne foi, il était persuadé que c'était un argument massu et qu'il était en train de nous démolir avec son histoire que, bon, regardez, un cadeau ex post parce qu'on a bien fait son travail, c'est normal, c'est une sorte de gros pourboire, quoi, disons, à la mesure du travail qu'il a fait. Hein, et réaction des autres, pas du tout, c'est pas ça. Donc on voit bien que l'histoire légitimité ou légitimité, c'est un enjeu, c'est un conflit, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est légitime et pas légitime, évidemment. Et évidemment, là aussi, de façon générale, vous vous doutez bien que souvent les gens dénoncent la corruption des autres et légitiment la leur, etc. C'est un classique aussi de cette ambivalence. Donc, encore une fois, la corruption est un phénomène extrêmement, disons, ambivalent, donc beaucoup plus complexe que le voient en général les associations de lutte anticorruption, disons, occidentales. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le cadeau, c'est un truc très général sur ça. C'est vraiment un exemple typique de la marge. On a eu, comme ça, avec les agents de développement d'un projet de la coopération suisse, qui nous avaient demandé d'intervenir sur présenter nos résultats de développement. On leur présente nos résultats, et tout le monde discute de la corruption, mais pas du tout de la corruption dans la coopération suisse. La corruption chez les douaniers, les policiers, c'était pas mollet. Puis à la fin, ça commençait à nous casser les pieds, parce qu'on sait ce que font ces fameux agents qui étaient là dans le séminaire. On a enquêté dans les cœurs. On sait qu'ils sont aussi, qui touchent les enveloppes, etc. Et donc après, on leur dit avec mon collègue, bon, ben maintenant c'est intéressant, on est là depuis 24 heures. Voilà. Maintenant, si on parlait un peu de la corruption dans les agences de développement, ça a été un peu, ça n'a pas été pris avec enthousiasme, mais on a essayé. Et alors, les gens disent, mais non, et on prend l'exemple des cadeaux. On leur dit, mais attendez, est-ce que vous, par exemple, nous, ça nous est arrivé sur le terrain, pour une enquête, et d'avoir les gens du village qui avaient collecté 200 000 francs CFA pour nous donner. Parce qu'ils pensaient qu'avec nous, grâce à nous, parce qu'on faisait l'enquête, leur village pourrait être transformé en village administratif, pourrait être promu, etc. Donc ils venaient nous donner 200 000 pour ça. Bien sûr, on a refusé. Mais je veux dire, c'est des choses courantes. Mais quand les agents de développement viennent dans un projet, les agents de la coopération suisse, dans un village, ils sont perçus comme les avant-gardes d'un projet, d'une rencontre. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur le développement. Les avant-gardes d'un projet des Suisses dans le village, donc un enjeu formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller leur donner trois chèvres, un machin, etc. Parce qu'on pense que si on ne le fait pas, ils ne vont pas mettre le village sur la liste. Donc on a pris ça comme exemple. Et alors les agents disent, mais gérez, c'est pas ça, c'est des cadeaux, c'est normal. Ils faisaient comme le douanier du port de Cotonou. Ils faisaient comme lui. Il pensait cadeau parce que lui, de son point de vue, c'est totalement légitime. On arrive dans un village, hospitalité africaine, on vous offre. Mais nous, on voyait les paysans du coin qui disaient on en a marre d'être obligé de donner des chèvres et des machins aux agents de développement parce que sinon, on ne prend jamais en compte notre truc. C'est-à-dire,
pour les paysans qui donnaient ces chèvres, ce n'était pas le signe de l'hospitalité. C'était une sorte de cadeau forcé qui se sentaient obligés pour essayer d'avoir leur part dans la rente du développement. Et pour eux, c'était un fardeau. Vous voyez la perception ambivalente sur un phénomène. Le dernier que je prends l'exemple sur le cadeau, parce que c'est assez... Le cadeau est intéressant, parce que c'est... parce que dans les agents de développement, quand vous donnez une chèvre, un agent de développement qui est dans le village, c'est pas illégal. La loi ne condamne pas ça. Mais en même temps, c'est pour les paysans illégitimes et pour les agents de développement légitimes. Donc vous voyez, quand c'est maintenant, je vais vous donner l'inverse, c'est-à-dire pour les juges. Si vous donnez un cadeau, vous justiciable, vous donnez un cadeau à un juge, c'est illégal, on est d'accord. Contrairement au cadeau à l'agent de développement. Là, on est dans un cadeau illégal. Mais c'est la même chose. Au Niger, il n'y a quasiment pas un juge qui refuse un cadeau des contribuables, des justiciables. Peut-être il y a 3 saints parmi les 150 juges qui refusent, mais je veux dire, s'il y en a, c'est exceptionnel. Donc c'est passé dans les... Mais ça ne veut pas dire que tous les juges jugent de la même façon. Et donc les gens font presque une sorte de différence entre le bon et le mauvais juge. Le bon juge, il prend des cadeaux des deux côtés, c'est vous qui lui donnez, c'est votre affaire, mais il va juger conformément à sa conscience ou au droit. Le mauvais juge, il prend les cadeaux, mais il va donner au plus offrant. Vous voyez? Donc vous voyez aussi comme... Et là, vous êtes un truc où le légitime est légitime, vous voyez, dans un cas d'illégal. Mais il peut être légitime et légitime sur un cas légal. Vous voyez comment ça complique? Si vous prenez l'axe légal, illégal, légitime et légitime, vous avez une chose assez compliquée qui ressort de cette histoire. Voilà. Un autre aspect de la corruption, c'est... elle ne sert pas que pour des avantages personnels, contrairement à ce qu'on croit souvent. On voit bien la corruption comme un enrichissement illicite de la personne privée aux dépens des biens publics. C'est une définition classique, Denier et compagnie. Mais parfois, la corruption sert le bien public. C'est paradoxal. Mais vous avez des cas où les raquettes faites par des agents de l'État servent à faire fonctionner le service parce que l'État est défaillant et est incapable de faire fonctionner le fameux service. Le collègue avec qui j'ai dirigé cette débat sur la corruption, Giorgio Blundo, étudie depuis plusieurs années les eaux et forêts au Sénégal et au Niger. Il a beaucoup d'exemples comme ça. Les pauvres agents une brigade des eaux et forêts dans les eaux, totalement abonnés avec elle, une bagnole qui marche à peine, pas de bon d'essence pour 11 mois sur 12, etc. C'est vrai qu'ils font du racket. C'est vrai que quand ils prennent des fraudeurs, ils ne les transfèrent pas, ils leur prennent un peu, ils viennent avec ça. Mais une partie de ce qui va dans leur poche, donc ok, c'est avantage personnel, mais une autre partie, non négligeable, va permettre de financer l'essence de leur voiture ou de financer les ramettes de papier pour les constats, etc. Parce que l'État les a complètement abandonnés. Donc vous avez des phénomènes qui sont plus fréquents qu'on ne croit, de sorte où la corruption a un rôle, en disant, palliatif. J'appelle la corruption palliative, c'est-à-dire, elle permet parfois de faire fonctionner. Dans d'autres cas, par exemple, c'est pas la corruption directe. On a souvent les cas où les juges ne peuvent pas délivrer des assignations. Il n'y a pas d'huissier, il n'y a rien. Comment ils font? Ils n'ont pas d'argent. Ben, ils demandent aux commerçants du coin d'aller avec sa bagnole. Ça. Évidemment, le commerçant leur rend des services. Or, ce commerçant risque d'être un jour leur justifiable. Et vous voyez comment ça se mélange, parce que ce même commerçant, probablement, leur aura... Il arrive souvent qu'il... Alors, on a distingué différentes formes de corruption, mais je vous les épargne ici. On a distingué dans le livre les formes, je ne sais plus combien de formes, les 5 ou les 6 formes élémentaires de la corruption. Mais l'une, c'est l'investissement corruptif. C'est un classique chez nous. C'est-à-dire, un nouveau juge arrive, le commerçant du coin, cadeau de bienvenue, il lui donne un congélateur. Ne me remerciez pas, c'est normal. Vous connaissez beaucoup de jeunes juges qui gagnent presque rien, qui arrivent avec sa famille et qui va refuser ça, au risque que la femme prend le premier bus dans l'autre sens et divorce, en disant mais ça va pas, moi j'ai besoin du congélateur. Vous voyez les risques que... Et le gars lui demande rien. Et vous voyez bien aussi tout ce que ça veut dire d'un cadeau comme ça. Mais c'est ce même gars aussi qui va lui dire ben, je vais vous délivrer votre assignation ou des choses comme ça. Vous voyez comment les choses s'en mêlent de façon complexe. Alors, c'est pour ça que, au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que la corruption n'est qu'une série de cas dans un ensemble plus vaste, que j'appellerais l'ensemble d'écarts aux normes officielles. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est là que j'en viens sur la fin de mon histoire, qui est les normes pratiques. C'est-à-dire les différents types de corruption, puisque je n'ai pas eu le temps de développer, mais vous voyez bien que c'est multiforme, hein, toutes ces formes élémentaires, ces 6 formes élémentaires qu'on a distinguées, etc., de corruption. Mais tout ça n'est qu'une série de cas
dans un ensemble beaucoup plus vaste d'écarts aux normes officielles. Mais qui, vous me direz non, ne sont pas corruption, mais ils ont tous en commun d'être des écarts aux normes officielles, et je vais le dire après, des écarts régulés. C'est ça qui est très important. Alors, je vous donne juste 2 exemples personnels, puisque là je ne vous ai parlé que des exemples personnels des autres, que ce que nous avons fait à travers nos enquêtes. J'en ai 2 qui me sont arrivés à moi directement, enfin pas à moi, mais à ma famille directement. L'un relève de la corruption, l'autre pas. Tous les 2 concernent des agents de santé, mais pour moi, tous les 2 font partie, quelque part, de la même famille. Le premier qui relève de la corruption. Ma femme a accouché pour une césarienne imprévue à l'hôpital de Niamey. Elle est pourtant médecin, elle connaît du coin, elle connaît le médecin-chef, mais quand elle a été en salle de réveil, avec son accompagnante, pendant 8 heures, on ne lui a pas présenté l'enfant. Elle lui demandait, on ne lui présentait pas. L'accompagnante, qui était un alphabète par ailleurs, à un moment a dit, mais on est bête, donne-moi 2000. Elle a pris 2000 francs CFA, équivalent de 4 ou 5 euros. Elle a été donnée à la sage-femme. 10 secondes après, on a amené l'enfant. C'est-à-dire qu'il y avait une pratique des sages-femmes de la maternité centrale de référence top de la Niamey. On ne donne pas l'enfant à la mère tant qu'elle ne nous donne pas notre part. D'accord? C'est totalement non dit. Personne ne va le dire, il n'y a pas Zévada. Mais on fait pas. C'est tout. Jusqu'à ce que vous compreniez. La plupart des gens comprennent avant. Là, elle, comme elle était médecin, comme elle n'avait pas pensé à un truc pareil, pourtant on travaille aussi là-dessus, elle est aussi chercheur. L'accompagnante qui venait du Mali n'avait pas très bien non plus compris au début. Ils ont mis plus de temps que les autres à comprendre, donc 8 heures. Voilà. Scène quotidienne dans la maternité de Niamey, quotidienne. Et on travaille beaucoup actuellement sur les maternités, je vous en parlerai. Autre chose, j'amène mon fils de 7 ans qui avait grosse fièvre, 42 fièvre, etc. Un peu mal. Chez le pédiatre. Pédiatre spécialiste, dans une clinique privée. Donc je n'aime pas le service public. Le gars, 5 minutes seulement, il ne le touche pas. Il ne lui regarde pas la gorge. Il ne lui regarde pas les oreilles. Il fait un bout de papier d'ordonnance d'antibiotiques le donne. Bon, le soir, la fièvre n'est pas tombée, je l'amène aux urgences dans une autre clinique. Bon, le gars fait son boulot normal, il regarde angine, il regarde les trucs, otite, etc. Un pédiatre qui ne regarde même pas la gorge et les oreilles d'un enfant qui a un épisode fébrile et manifestement c'est dans les voies respiratoires. Voilà. Bon, les 2 n'ont rien à voir, sauf que les 2 sont courants. Très peu de médecins palpent les enfants, très peu de médecins touchent, etc. La plupart des soignants font des petits bouts de papier expéditifs sans interrogatoire sérieux du patient, etc. On est donc dans 2 cas qui sont complètement différents apparemment. Pourtant, ils sont tous les 2 répandus. Ils font partie de ces aspects que j'appelle moi normes pratiques et qui caractérisent la profession médicale. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans? Donc je vous développe un peu pourquoi on est passé aux normes pratiques. D'abord parce que corruption, ça nous gênait. On avait beau avoir fait le truc corruption, on n'est pas des corruptologues, si vous voulez. C'est pas, là, je n'ai pas d'entrée, et puis que c'est pas un concept. Norme pratique, pour moi, on est un. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, corruption, c'est un mot qui est gênant parce qu'il est normatif. On a beau vouloir faire un truc normatif avec, il nous colle un peu à la pied, parce que corruption, quand même, bon, hein, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est complètement neutre. Même si c'est utilisé par les gens, donc la normativité, elle ne vient pas que de nous, elle est dans le milieu, donc on doit prendre en compte la façon dont les gens sont normatifs, même si nous, on ne veut pas l'être, mais bon. Mais enfin, c'est quand même pas un terme terrible. Et puis, surtout, c'est que je pense que le vrai sujet, c'est le problème des écarts aux normes officielles, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui sont non observants. J'emploie volontairement un terme qui vient de la médecine, hein, ce qu'on appelle compliance en anglais, qui est l'observance médicale, c'est-à-dire le fait de bien prendre ses prescriptions, etc. On peut l'utiliser de façon beaucoup plus large. Hein. L'observance des normes officielles. Le fait de suivre plus ou moins, mais à peu près, disons, les normes officielles, ce qu'on attend d'un bon citoyen, ce qu'on attend dans les métiers de l'État d'un bon professionnel, etc. Ce qu'on attend d'un bon bureaucrate ou d'un bon officiel. Voilà. Alors, il me semble justement intéressant de prendre maintenant l'ensemble des comportements non observants. Je vous en ai déjà évoqué, je vous ai évoqué le cas de ce médecin, je vous ai évoqué le cas du favoritisme. Développez juste 2 secondes le cas du favoritisme. C'est une pratique totalement généralisée que dans un service de santé, un malade anonyme est très peu considéré,
très peu regardé, tout le monde, même l'objet de mépris généralisé. C'est ça, pour ça que je vous ai évoqué ce livre qu'on avait fait sur la médecine inhospitalière, parce que c'est vraiment totalement, on a multiplié les recoupements et les informations sur comment ça se passe. On ne peut pas dire que c'est des exceptions. Et en même temps, donc l'usager anonyme, surtout s'il est un peu mal habillé, est très mal barré. C'est un parcours d'obstacles, le centre de santé, dans nos pays, honnêtement. En tout cas, chez nous, au Niger. Maintenant, si par contre, quelqu'un vient et qu'il est recommandé au même personnel de santé, ce même personnel de santé qui ne va pas vous faire asseoir, qui va passer un quart d'heure à discuter avec ses collègues pendant qu'il y a des gens qui attendent, qui va consulter que 3 heures sur 8 heures de travail, etc. Ce même-là, vous venez avec quelqu'un arrive qui est recommandé. Pas forcément, bien sûr, sa belle-mère. Il va se précipiter. Mais même l'ami d'un ami, le gardien d'un cousin, etc. Quelqu'un qui est recommandé va tout d'un coup se mettre à être extrêmement hospitalier et va tout d'un coup se mettre à s'occuper de la personne. Il va la prendre en charge. Il va même peut-être quitter son service, encore une fois, en laissant les autres, les pauvres, attendre, pour piloter le gars dans la structure de santé, l'amener là où il faut. C'est un classique, ça aussi. Donc ça, c'est un comportement courant. Ce n'est pas un comportement... les exceptions, c'est plutôt ceux qui ne le font pas que ceux qui le font. Voilà. Je ne peux pas vous dire, parce que c'est le problème des limites du qualitatif, je ne peux pas vous dire que qu'il y a 82,343% qui font ça ou pas, mais disons que c'est une tendance forte. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est déjà pas mal. C'est une tendance forte. Mais il y en a beaucoup d'autres. Prenez par exemple le fait que dans la plupart des services de l'État, il y a une masse de personnel informel, non classifiés, non répertoriés, non payés par l'État, qui font une grande partie du boulot. C'est étonnant, on ne le sait pas, a priori. Bon, c'est ce qu'on a trouvé dans nos enquêtes, sur la corruption comme sur la santé. Dans un service de santé, une partie des tâches, c'est fait par des gardiens, mais aussi par des secouristes de la Croix-Rouge qui ont juste fait un petit stage, par des infirmières qui ont filé une école mais qui n'ont pas de boulot et qui sont là comme stagiaires non payés, etc. Toute une série de trucs. C'est parfois près d'un tiers du service est fait de gens informels qui ne figurent pas dans les organigrammes, qui ne sont pas payés officiellement. Mais c'est la même chose au palais de justice. Je vous ai parlé des transitaires informels au port de Cotonou. Vous prenez à peu près tous les services de l'État et vous voyez, sur la justice, on a vu une partie importante des greffières, etc., étaient des greffières non payées, informelles. Greffières, c'est pourtant un poste stratégique dans les tribunaux, vous le savez mieux que moi. Et on avait plein de greffières informelles, comme ça, qui faisaient là en attendant, dans l'espoir un jour d'être pris, en se disant qu'il vaut mieux être là que de rien faire chez soi, et on peut grappiller quand même un peu, c'est-à-dire les juges leur donnent un peu des panaches, etc. Ils prennent un peu des petits raquettes au niveau des usagers, donc ils y votent, avec en général l'espoir un jour, à force d'obstination, de 10 ans comme ça, un jour embauché, vraiment. C'est une classique dans tous les services. Une chose que je peux appeler aussi le privilégisme. C'est-à-dire que les salaires sont effectivement, ils ont été rehaussés récemment dans pas mal de domaines, ils ne sont pas extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout un poste dans la fonction publique, c'est pas simplement un salaire, c'est toute une série de privilèges et d'avantages auxquels ça permet d'accéder. Et qui sont, on connaît nous aussi, ici, les appartements de fonction, les voitures de fonction, ça c'est quand même réservé à des happy few, il n'y a pas énormément, tandis que la masse, disons en Afrique, d'ailleurs à l'image de ce qu'a fait la colonisation, c'est un héritage de la période coloniale, comme beaucoup de choses que je décris viennent de la période coloniale, ce sommet de privilèges. La période coloniale, un administrateur des colonies qui était un petit fonctionnaire ici avec peu de formation, était une sorte, on m'a dit, le roi de la brousse, comme disait un des anciens gouverneurs. Donc il avait d'énormes privilèges, tout était lu, etc. Eh bien, c'est un peu hérité ça. Donc, si vous êtes simplement la maîtresse sage-femme d'une maternité où il y a simplement 3 sages-femmes, s'il y a une voiture de service, c'est celle qui va vous faire vos courses, qui emmènera vos gosses à l'école, etc., plutôt que de servir d'ambulance ou qui ira chercher des choses comme ça. Mais banal. Donc, il y a beaucoup ce privilège. Il y a aussi un aspect central qui n'est pas prévu du tout dans les règlements. Un dernier aspect, par exemple, l'impunité. Dans tous les services où nous avons enquêté de l'administration, tous les chefs de service disent « je ne peux pas sanctionner quelqu'un qui fait des fautes professionnelles. Si je le fais, le lendemain, j'ai des coups de fil par-dessus, il va y compris s'il a des protecteurs, ça va remonter jusqu'au ministre qui va me dire de ne pas l'emmerder, le gars, de le laisser pris. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de système d'impunité, de fait, alors que les lois
existe, comme c'est à l'image des lois françaises. Vous pouvez faire une réprimande, vous pouvez faire je sais pas quoi, une réprimande écrite. Enfin, il y a toute la procédure du code du travail habituel existe. Elle n'est jamais utilisée parce qu'il y a une sorte d'accord tacite sur le fait qu'on ne peut pas sanctionner, pour des tas de raisons, hein, d'ailleurs variées, un subordonné fautif. Alors, ce que je veux dire, c'est que tous les comportements quotidiens des fonctionnaires qui s'écartent des normes officielles, ils sont nombreux. Je ne dis pas non plus qu'elles ne sont jamais respectées, les normes officielles. Je dis qu'il y a une partie des comportements qui est loin de les suivre. Mais ces comportements-là sont régulés. Comme je vous ai dit que la corruption est régulée, c'est l'ensemble de ces comportements, de ces écarts, sont régulés. La preuve, c'est que c'est prévisible. Moi, vivant au Niger, ayant la citoyenneté nigérienne, je peux prévoir à peu près ce type de situation quotidienne, dans la santé, dans le machin, on peut le prévoir à 80% des cas, parce que c'est courant. Donc, prévisible, ça veut dire que c'est régulé. Ce sont des écarts qu'on trouve de façon normale. Vous pouvez le prendre à l'envers. Quand des gens font des écarts anormaux, les gens vont dire « Ah, mais celui-là, c'est pas bien ce qu'il fait, il exagère ». C'est souvent parce qu'il ne respecte pas les normes tacites qu'utilisent les gens. Il exagère. C'est vrai, il a trop mangé, ou bien il n'a pas redistribué, ou il a pas... Quelque part, il n'a pas vraiment suivi les normes pratiques. Il s'est éloigné des normes officielles en franc-tireur. En franc-tireur incontrôlable. Et du coup, il est sorti des normes pratiques, vous voyez. Et donc, c'est ce que... alors, j'appelle... Juste une parenthèse. Souvent, ces écarts-là, je pense que c'est assez facile d'admettre que ces écarts sont régulés. Parce que vous l'admettrez assez facilement comme moi, parce que sinon ce serait le royaume du but, ou le siège de l'anarchie, ou l'anomie absolue. Ce qui n'est pas le cas. Même dans un pays où les lois sont encore moins respectées ailleurs, comme la République démocratique du Congo, où l'État est apparemment absent, les comportements sont régulés. Vous allez à Kinshasa, ou les gens qui connaissent Kinshasa, ou qui vont à Kikwit, ou qui vont dans l'intérieur du Congo, on peut gérer ça. Si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas les codes, là vous êtes perdu. Mais si vous connaissez les codes de cours, vous en sortez sans problème. Ça montre bien à quel point c'est régulé. Hein. Donc tout ça est régulé. Mais donc on peut, en général, surtout au niveau des sciences sociales, c'est un peu la base des sciences sociales, que les comportements, c'est pas purement idiosyncratique, etc. Donc vous allez être d'accord avec moi, même juriste, que les comportements, lorsqu'ils ne suivent pas les normes, sont régulés. Mais la grande explication qui est donnée, c'est comment ils sont régulés, par quoi? L'explication la plus habituelle, c'est de dire c'est régulé par les normes sociales de l'environnement, les normes culturelles, si vous préférez. Les gens ne suivent pas les normes de l'État moderne de type occidental parce qu'ils suivent les normes culturelles de l'Afrique traditionnelle, voire de l'Afrique immémoriale. J'exagère je force un peu le trait, parce que beaucoup de ces thèses, je ne sais pas si je ne vais pas vous citer des noms, c'est dans la discussion, ça vous intéresse, je vous en donnerai. Beaucoup de ces thèses, ça consiste à dire, oui, c'est le poids de la pression communautaire, c'est le poids des schémas magico-religieux, c'est l'absence de l'individu, c'est le rôle de l'ancêtre, vous voyez, des choses comme ça, ou la sorcellerie, ou des choses comme ça. Vous avez toute une série de thèses qui dit, quand les fonctionnaires ne suivent pas les normes officielles, c'est qu'ils suivent les normes sociales du milieu. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent parfois, c'est toujours lié, mais la plupart du temps, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement le choix entre normes officielles et normes sociales traditionnelles. Donc, parce que je plaide pour des normes d'un troisième type. C'est ça que j'appelle normes pratiques, qui me semble débloquer la situation et surtout débloquer l'investigation. Pourquoi ce n'est pas les normes sociales? Je peux vous en donner combien de contre-exemples. Lorsqu'arrive une vieille femme de brousse, hein, dans un hôpital, vieille femme de brousse avec un pagne un peu élimé, des godasses en pneus, etc. Hein, elle vient consulter un jeune infirmier qui est là. Ce jeune infirmier ne lui dit même pas bonjour. Il ne lui dit pas de s'asseoir. Quand c'est son dire entre, il ne la regarde même pas, il écoute 2 secondes, il ne la touche pas, il donne le bout de papier. On est d'accord qu'il n'a pas respecté les normes officielles qu'il a apprises à l'école d'infirmier. Hein, il les suit, il n'est pas compliant, il n'est pas observant. Est-ce qu'il suit les normes sociales de la bienséance et de l'égard aux aînés, etc., que tout le monde connaît comme étant des sortes de valeurs. Vous êtes bien d'accord qu'il ne les suit pas non plus. D'accord? Donc il suit bien des normes d'un troisième type, puisqu'il n'est pas le seul à le faire. La plupart des autres infirmiers font la même chose que lui. C'est ça ce que j'appelle normes pratiques. C'est ces normes, au fond, latentes, non dites. Parce que les normes sociales, elles sont dites, elles sont enseignées. Il y a des institutions qui les enseignent.
La famille enseigne les normes sociales de bienséance. Les imams, les marabouts, ou les prêtres, ou les pasteurs enseignent des normes sociales de l'Église. D'accord? C'est enseigné, c'est public, ces normes sociales. Mais ces normes-là, que je dis normes pratiques, c'est des normes latentes. C'est de l'ordre du non-dit, c'est pas enseigné en tant que tel. C'est des normes, vous voyez, de savoir pratique, de démerde, on pourrait dire, d'une certaine façon. Voilà. Je peux vous en donner le plus bel exemple pour moi, il est facile à comprendre, c'est le cas du code de la route. Alors ça n'a pas spécialement à voir avec l'Afrique. Le code de la route, c'est un système de normes officielles qui est d'ailleurs à peu près mondialisé. À part les Anglais comme d'habitude, tout le monde a à peu près les mêmes. D'accord? Ok? Vous allez, bon je prends quand même des exemples un peu extrêmes, vous allez au Caire. C'est une expérience terrifiante quand on est en voiture la première fois au Caire. Et vous avez des voitures qui font ça partout. Et à ce moment-là, c'est plus du tout la priorité à droite. On s'aperçoit, si on réfléchit un peu à ça, que la priorité, c'est à celui qui vient derrière plus vite. Et que donc, il faut laisser passer celui qui vient derrière plus vite. Et que même, on utilise rarement le klaxon, mais quand le klaxon, c'est un cas d'urgence, donc je vous donnerai le mec derrière avec le klaxon, vite, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, c'est vraiment comme ça, c'est la priorité à derrière, qui n'est pas dans le code. Moi, c'est ce que j'ai compris de ma petite expérience de circulation du Caire. Bon, en tout cas, on peut discuter de si j'ai raison ou pas, parce que je n'ai pas fait une étude approfondie, mais disons, ça marche à peu près. Après, j'étais à Hanoï. Hanoï, c'est encore complètement autre chose. Hanoï, on a l'impression qu'il n'y a aucune règle. C'est-à-dire ni les sens uniques, ni les feux, ni rien. Une sorte de truc. Mais en même temps, il n'y a pas tellement de carambolage. Pourquoi? Ben, c'est comme quand vous prenez ici les courses de Noël aux Galeries Lafayette. Il y a un monde fou, mais vous n'êtes pas sans arrêt en train de mettre les gens par terre. Chacun ajuste sa conduite imperceptiblement à celle des autres. Il y a une sorte d'ajustement permanent à la conduite des autres, qui est la règle de conduite à Hanoï. Si à Hanoï, vous respectez le code de la route, dans les 5 secondes qui suivent, vous avez un accident. Si, à mon avis, au Caire aussi, il sera encore plus grave même. Parce que, voilà, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ces règles-là, donc c'est ça ce que j'appelle les normes pratiques. Parce que tout le monde les connaît, puisque tout le monde les respecte. Tout le monde fait la même chose à Hanoï, ou tout le monde fait à peu près la même chose au Caire. C'est-à-dire que cet écart au code de la route est à peu près le même pour tout le monde, parce qu'ils suivent ce que j'appelle des normes pratiques. Et ces normes pratiques, elles ne sont jamais enseignées. Elles ne sont jamais dites. Personne ne va vous dire à Hanoï, on fait comme aux Galeries Lafayette. Personne ne va vous dire qu'au Caire, c'est la priorité derrière. Je ne vous le dis pas vraiment. Mais vite, vous comprenez ça. À la rigueur, les gens peuvent l'exprimer si on les cuisine un peu. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai, c'est ça. Je me suis amusé, effectivement, mais c'est pas spontané. Et c'est ce que j'appelle les normes latentes. Finalement, c'est un petit peu, pour comprendre comment ça... C'est les normes informelles, pour moi. Parce qu'on vraiment, quand on parle d'informalité, pour moi, c'est ça vraiment les normes informelles. Juste une parenthèse, parce que vous avez peut-être, sur le terme informel, il y a beaucoup de débats. Et comme juriste, je ne sais pas si vous avez de liaison avec les économistes, mais peut-être vous savez que les économistes institutionnalistes distinguent les institutions formelles et les institutions informelles. Pour eux, les institutions, c'est des règles du jeu, chez les institutionnalistes, les néo-institutionnalistes. Donc les règles du jeu formel, c'est les institutions formelles, c'est ce que j'appelle les normes officielles, normes professionnelles, tout ce que vous voulez, déontologiques. Mais eux, ce qu'ils appellent institutions informelles, en fait, 90% d'entre eux, c'est les normes sociales, justement, culturelles. Et je pense qu'ils se plantent là-dedans, parce que ces normes sociales ne sont pas informelles, elles sont dites. Je vous dis, elles sont dites, partout. Vous avez partout, il y a les codes religieux sont partout dits, même au Niger où il y a une partie encore orale, elles sont quand même dites de façon codifiée. Donc elles ne sont pas informelles, elles sont formelles, d'une autre façon. Par contre, toutes ces normes que je vous dis, le coup de code de la route et les normes pratiques, et la façon dont l'infirmier traite la vieille dame, et la façon dont une partie de corruption se passe, c'est des vraies normes pratiques informelles. Elles existent, mais elles existent à l'état latent. Quelque part, c'est assez proche, avec des différences, mais je vais être même prétentieux, je trouve que ça marche mieux que chez lui, de ce que Bourdieu appelle habitus. Quand on dit Bourdieu habitus, c'est assez vague son histoire d'habitus. C'est une sorte, parce que chez lui, c'est une sorte d'intériorisation des normes de la domination. Puisqu'il est c'est un peu une sorte d'obsession quand même. Intériorisation de la domination. Là, j'élargis un peu le champ, parce que d'abord, c'est pas que de la domination, mais c'est une intériorisation des normes de l'environnement, beaucoup plus simplement. Parce que, où est le lieu de reproduction et d'acquisition formelle? C'est pas une sorte d'instance mystérieuse, c'est le lieu de la socialisation professionnelle. En ce qui concerne, c'est très facile. La socialisation professionnelle, c'est là que ça se passe. J'ai une doctorante qui a fait une étude très très bien sur les sages-femmes à Dakar. Elle a montré comment
Les sages-femmes, elles font 3 ans d'école de sage-femme, elles apprennent les normes formelles. C'est bien, pas de problème, elles apprennent les normes formelles. Puis après, 3e année, elles vont en stage. Je ne dis pas le stage. On vient de nous étudier le stage au Niger des sages-femmes, c'est une catastrophe. Les stagiaires n'ont rien à faire, elles sont groupées sous un manguier à rien faire, les sages-femmes s'en foutent, et quand celles qui veulent travailler, de temps en temps, on les prend. Puis alors à ce moment-là, tout d'un coup, elles font le boulot à la place des sages-femmes. Dans le dénuement, dans le truc, la sage-femme les engueule parce que pourquoi tu m'as réveillé, t'avais qu'à le faire la couche dans toi-même, des trucs comme ça. Et donc, on voit bien que là où les normes des sages-femmes s'apprennent, c'est dans cette socialisation professionnelle par les stages, les 2 premières années de métier, et au bout de 2 ans, la sage-femme, elle applique plus, elle applique qu'une petite partie des normes. Elle ne peut pas dire qu'elle applique plus. Elle va continuer à appliquer certaines des normes formelles qu'elle a prises à l'école, et beaucoup de normes formelles qu'elle a prises sur le tas, dans l'environnement. Et souvent, c'est ces normes pratiques du lieu de travail qui se reproduisent et qui forment. Alors, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire maintenant par normes pratiques. Alors, maintenant, je peux m'amuser, pour finir, je peux faire une typologie des normes pratiques. Je me suis amusé à ça, bien sûr, pour faire. Alors, je pense qu'il y a des normes pratiques qui sont déjà un niveau de normes pratiques assez connu, parce qu'il a été étudié par la sociologie des organisations, ce que j'appelle les normes pratiques adaptatives. Dans l'exécution d'une tâche publique, que je prends plutôt les métiers de l'État, hein, vous avez compris quand même. Parce que c'est ça, dans l'exécution d'une tâche publique, il y a quand même une marge de manœuvre importante des acteurs qui peuvent l'utiliser. Et ils ne l'utilisent pas non plus n'importe comment. Un policier, même un de la route, peut vous donner une contravention ou pas. Je veux dire, voilà, c'est simple. Et la façon dont il donne ou ne donne pas de contravention, c'est pas aléatoire, c'est régulé. Si vous voyez à peu près comment il le donne, ça dépend de votre bonne gueule, ça dépend de si vous avez telle voiture, ça dépend je sais pas quoi, ça dépend de, si vous pensez que vous êtes un bon ou un mauvais, au pif, mais il y a quand même des régulations. Je n'ai pas étudié ça, mais on le sent tous intuitivement. Il y a des régulations dans la façon dont même un policier ici va ou pas donner sa contravention. Ça, c'est la marge de manœuvre. Ça a été largement étudié. Il y a un très très bon livre, qui est un classique connu, qui s'appelle le Lipsky, sur les street level bureaucrats, qui montre ça aux États-Unis, qui est un classique, qui montre comment les street-level bureaucrates, c'est les gens qui sont au guichet, quoi. Un peu ici, c'est Varin qui a fait la vie au guichet, mais qui montre comment ils utilisent ou pas leur marge de manœuvre. Ça, c'est les normes pratiques adaptatives. Il y a des normes pratiques que moi j'appelle quasi tolérées. C'est-à-dire, elles sont des infractions à la règle, mais il y a un tel consensus de tolérance que tout le monde ferme les yeux. Je prends des exemples ici, parce que j'ai les mêmes en Afrique, mais ça vous touchera plus. Ce qu'on appelle ici la perruque, le fait de travailler avec les outils du patron pour son processus professionnel. Vous connaissez. Je vais dire l'exemple qui est classique dans les universités, la secrétaire qui tape des thèses sur l'ordinateur du bureau et elle se fait payer par le doctorant pour ça, pendant ses heures de travail et sur l'ordinateur du bureau, quand elle n'a rien à faire. C'est un grand classique. Personne ne va aller la dénoncer au poste de police ou porter plainte, je ne connais pas, sinon ce sera... Donc ce que j'appelle, c'est transgressif, normalement elle n'a absolument pas le droit, on est bien d'accord. Mais en même temps, tout le monde ferme les yeux parce que c'est toléré. C'est quasi... Donc je les appelle quasi tolérés, pour essayer de trouver un terme, vous voyez. Mais bon, c'est plus adaptatif, c'est un petit peu plus... D'autres, les transgressifs, c'est la corruption, par exemple. Elles sont vraiment transgressives, de dire un juge ne peut pas prendre de cadeau d'un justiciable, point. Vous ne pouvez pas donner pour avoir un acte d'état civil, donner de l'argent, sinon vous n'avez pas votre acte d'état civil. Donc là, on est vraiment dans le registre des normes pratiques transgressives. Et puis vous avez celles que je vous ai dit, les palliatives, c'est-à-dire celles qui transgressent la lettre, mais qui respectent quand même l'esprit du service public. C'est encore plus compliqué, puisque, oui, d'accord, c'est pas bien de racketter les paysans, mais en fait, ça aboutit à faire payer l'usager pour le service public. Mais c'est ce que fait l'État déjà. Quand l'État fait les services de santé payants, quand l'État, etc. Donc, quand maintenant on rend l'eau payante dans les villages, après tout, on est de plus en plus, les services publics sont de plus en plus payés par l'usager. Donc après tout, bah, sous la forme d'un petit racket, c'est ce que fait aussi la norme pratique relative. Voilà. Alors, l'essentiel de tout ça, c'est de bien comprendre que les acteurs sociaux, et c'est là-dessus que je finis, jouent entre ces différents types de normes. C'est-à-dire qu'il y a un espace, au fond, contrairement à la vision classique des normes qui surplombent l'acteur social et qui doit les exécuter dans la norme à la Durkheim ou les normes bien anciennes, cette sorte de dictature des normes que certains ont dénoncée. Là, au fond, les acteurs ont le choix entre 3 types de normes entre lesquels ils naviguent ou ils zappent. Vous pouvez tantôt ils appliquent les normes officielles, tantôt ils peuvent aussi appliquer certaines normes sociales dans l'espace professionnel, et tantôt tout ce répertoire impressionnant de normes pratiques. Autrement dit, ça permet, bon, je prends cette approche de réconcilier un des vieux débats de la sociologie, c'est-à-dire
entre la liberté de l'acteur et les normes. C'est-à-dire, là, c'est ce qu'on appelle agency en sociologie, c'est la capacité, la marge de manœuvre des acteurs, la capacité d'agir spécifique aux acteurs. C'est pas de le faire de façon n'importe quoi, c'est de le faire dans le choix, dans des répertoires de normes, disons, environnants. Vous pouvez aussi monter plus en généralité, et au fond dire que les normes pratiques, les normes sociales, les normes officielles, tout ça, ça fait partie, c'est ce qui définit une culture professionnelle. Donc là, vous avez déjà... Normes pratiques, pour moi, c'est un concept exploratoire. Ça ne dit rien du contenu substantif de ces normes. Ça a le gros avantage de dire, plutôt que d'avoir tout de suite... Ça a l'avantage d'avoir... On cherche des choses, des régulations, et on n'a pas la facilité de se dire, c'est déjà les régulations sociales existantes. On va les chercher. Donc c'est que l'exploration empirique, c'est ce qu'on a fait. On a fait des normes pratiques pour la corruption, après maintenant on les fait pour plein d'autres domaines. Hein. Ce que je vous dis là, c'est depuis 10 ans, depuis 5 ans, oui, depuis qu'on a fini la corruption, on travaille sur ces normes les autres normes pratiques. Mais après, vous pouvez monter plus en généralité. Par exemple, vous pouvez définir comme ça une culture professionnelle. Une culture professionnelle, c'est un ensemble, non pas que de normes officielles. Qui a jamais vu qu'une culture professionnelle soit les normes officielles? Sinon, les hommes sont des robots, il n'y a qu'un des manuels de déontologie suffirait pour comprendre comment fonctionne une profession. Bien sûr que non. Une profession, c'est un ensemble de normes officielles, certes, il faut aussi en tenir compte, et de normes pratiques qui régulent les écarts aux normes officielles. Toute profession a ça. Si maintenant je m'amuse à vous dire, pour finir, la culture professionnelle des sages-femmes, je vais vous en donner juste, ce qui pour moi, qui d'après nos enquêtes définissent la culture professionnelle des sages-femmes. Vous avez tout cet ensemble, je vous fais toute la liste. Le sentiment d'appartenir à une élite sociale et professionnelle, qui fait que les sages-femmes méprisent les parturientes en général. Et donc mépris pour l'ignorance des parturientes, dont on considère que les femmes ne connaissent rien, elles sont ignorantes, etc. La profession maintenant qui avant se définissait par une certaine vocation et qui aujourd'hui se définit surtout par la recherche d'un emploi à la sortie du bac et par la multiplication des formations privées et donc disparition des enseignements éthiques. Et maintenant, sage-femme est une profession comme comptable ou comme agent des postes. Enfin, ça s'est complètement banalisé. Le sentiment aussi que leur expérience et leur flair valent mieux que le savoir des médecins. Toutes les sages-femmes sont persuadées que les médecins les emmerdent avec leurs trucs, les gynécos ne connaissent rien, et que c'est elles, avec leur flair, elles savent mieux. Qu'elles savent mieux aussi avec leur flair que les procédures que la santé publique leur impose. Les partogrammes, toute une série de procédures qui visent à canaliser leur travail pendant l'accouchement, elles sont persuadées que leur flair est bien meilleur que toutes ces procédures. Le fait que l'espace des maternités, c'est l'espace à elles, social approprié par elles, et que donc les malades ou les parturientes plutôt sont des intruses qui salissent, qui dérangent leur espace professionnel. L'impunité, extrêmement fréquente et qui est renforcée dans les sages-femmes parce que souvent elles épousent des hauts fonctionnaires qui sont dans ce qu'on appelle des parachutes, qui les protègent. Il y a une sorte d'hypergamie des sages-femmes qui épousent en général beaucoup de hauts fonctionnaires. Le sentiment d'impunité, je vous ai dit, la recherche permanente de ressources aux dépens des patients, c'est-à-dire il y a ce que les patients appellent le petit racket, ou les raquettes des sages-femmes, qui est un élément permanent des maternités, une forte délégation des tâches aux filles de salle, aux matrones, aux stagiaires, et la sage-femme se posant en référence que s'il y a des problèmes, le primat des formes de sociabilité féminine qui sont assez importantes dans un pays comme le Niger, les baptêmes, les mariages, etc., qui fait qu'il y a des absences régulières, permanentes, de 2 à 3 matinées par semaine chez la plupart des sages-femmes. Voilà. La quête de formation à tout prix pour avoir les perdièmes qui sont assortis aux formations, même s'ils n'ont aucune importance dans l'amélioration du travail, etc. Bon, je vous liste toute une série de choses qui sont à peu près le quotidien, ce que moi j'appellerais la culture. D'après nos enquêtes, je vous dis, là je vous résume des mois et des années d'enquête par différents chercheurs de notre labo, et ça définit à peu près ce qui pourrait être une culture. Vous avez bien vu quels sont le mélange de normes officielles et de normes pratiques qui sont ça. Alors, et ça c'est mon dernier mot, l'intérêt pour des réformes de tout ça, c'est que si vous y réfléchissez bien, les réformes de la fonction publique en Afrique sont toujours des réformes qui visent à mettre de nouvelles couches de normes officielles à la place des précédentes, dont on considère qu'elles ne marchent pas. Ou de renforcer les normes officielles présentes. Il n'y a pas qu'en Afrique. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, j'ai dit dès le début que tout ce qui est en Afrique, on le trouve ici, donc, et simplement parce que moi, mon référent, c'est l'Afrique, et que bien évidemment. Donc c'est toujours de faire des nouvelles
Oui, non, mais le schéma, je pense, peut ce qui m'intéresse dans les pratiques, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est un schéma qui est plus visible en Afrique, mais qui peut marcher en Europe. L'avantage en général, bon, ça peut être utile pour une fois de prendre des modèles en Afrique et de les faire jouer en Europe, parce que justement, il y a une sorte de loop naturel qui se fait en Afrique, mais qui peut expliquer des phénomènes qui sont moins visibles ici, mais qui pourtant sont tout aussi importants. Donc, réforme égale une nouvelle couche de normes officielles, ou renforcement des précédentes, en général par des gens qui sont des réformateurs de l'extérieur, au milieu en question. Donc, ils ne connaissent pas le système de normes pratiques. Merde, excusez-moi. Attendez, j'essaye d'éteindre, j'aurais dû éteindre ça au début. Quand c'est les étudiants qui font ça, quand je fais les cours, je suis furieux. C'est une norme pratique. J'espère que ça ne va pas me penser. Allez, et par des réformateurs donc de l'extérieur qui ne connaissent pas le système de normes pratiques locales. On pourrait se dire que parfois, il serait plus intéressant d'essayer de partir du système de normes pratiques, c'est-à-dire quelque part, c'est au fond partir de la réalité, et de voir dans ce système de normes pratiques lesquelles on peut faire bouger, avec lesquelles on doit composer, avec lesquels, au contraire, il faut essayer de modifier, quel nouveau type on peut introduire, mais ça c'est possible évidemment qu'avec, disons, la complicité ou l'aide ou même la formulation par des réformateurs de l'intérieur. Surtout quand vous voyez le cas de l'Afrique, où toutes les réformes systématiquement viennent des organisations internationales ou des coopérations extérieures, donc fait par des réformateurs de l'extérieur qui mènent des nouveaux couches de normes officielles totalement déconnectées par rapport aux normes pratiques. Et là, vous voyez, je pourrais vous en citer pendant une heure, à quel point les réformes actuelles, et en particulier les réformes du New Public Management, qui sont actuellement celles qui arrivent massivement en Afrique, paiement à la performance, machin, à quel point elles sont déconnectées des normes pratiques et à quel point on peut prévoir leur contournement direct. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu... et je dirais c'est aussi vrai, des modalités de lutte contre la corruption. C'est-à-dire que les modalités de lutte contre la corruption sont souvent le fait aussi d'organisations du Nord qui résonnent en termes de normes officielles et pas assez en termes de partir des normes pratiques locales, quoi.